вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Dans une autre vie, j'ai été un papa gâteau. Pour donner à mon fils une idée de la beauté du monde, je l'ai emmené partout. Et surtout là où personne n'allait en touriste. À travers l'Afrique, par les plus hauts sommets des Andes, dans les déserts les plus arides, j'ai tenté de découvrir avec lui les limites du monde. Aujourd'hui, il a grandi et trace sa route lui-même. Il m'a laissé avec ma soif de voyage intacte. Alors, quand quelques amis russes m'ont proposé un défi impensable, j'ai bondi sans la moindre hésitation. J'ai préparé le matériel nécessaire à cette expédition et vérifié que tout rentrait bien sur le vélo. J'ai dit au revoir à l'élu de mon cœur qui allait me manquer près de 2 mois et j'ai tout mis dans un carton et embarqué pour le très long voyage de presque 3 jours jusqu'à Vladivostok. Trois avions et 2 nuits plus tard, après 2 longs arrêts à Moscou et Novosibirsk, je débarquais en extrême Russie orientale, face au Japon. Mon premier travail fut de déballer le vélo et de le remonter pour vérifier qu'il n'avait pas trop souffert durant le transport. À la sortie de l'aéroport, je retrouvais Abraham, un autre concurrent venu accueillir son amie Valentina. Je retrouvais aussi Alexei, un Russe d'Arkhangelsk, organisateur et concurrent de ce défi. Avec lui, nous rejoignîmes d'autres concurrents arrivés la veille pour la plupart, tels Daniel et Michael, et partîmes jouer les touristes l'après-midi pour découvrir la ville et oublier l'angoisse qui commençait à nous étreindre. Le temps magnifique augurait d'un départ sous le soleil, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Le lundi 24 juin en fin de matinée, nous nous retrouvâmes à 7 concurrents de tous horizons, plus ou moins bien équipés, certains de vélos dernier cri munis de freins à disque, d'autres sur des vélos plus rustiques à la soviétique, dont les propriétaires revendiquaient à juste titre sans doute la robustesse. Il y avait entre autres Yuri et Dimitri, russes, et Michael, venu de Suisse, après un entraînement intensif, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les autres concurrents. Pour ma part, avec près de 5000 km faits entre l'hiver et le printemps, je me sentais prêt. Nous eûmes d'abord à répondre aux questions d'une équipe de journalistes, venus présenter aux Russes cette bande d'hurluberlus voulant traverser la Sibérie à vélo. Chacun eut droit aux quelques questions rituelles sur ses motivations. Mais tout comme moi, je pense qu'aucun ne saurait dire ce qui peut pousser un homme sain d'esprit, du moins je le pense, à se lancer dans une telle aventure. Les candidats russes eurent évidemment la part belle, et leurs montures plus rustiques firent redoubler d'explications leurs propriétaires quant à la certitude qu'ils avaient de parvenir au bout de l'épreuve grâce à leur robustesse. Le reportage, diffusé à une heure de grande écoute, nous fit connaître avant même d'avoir réussi quoi que ce soit, et certaines personnes nous arrêtèrent parfois sur le bord de la route pour nous demander si nous faisions partie de cette course. Abraham, quant à lui, tenait à expliquer qu'il serait probablement devant les autres concurrents, car lui et Daniel avaient décidé d'avoir une voiture suiveuse et ne transportaient rien sur leur vélo. Après les dernières vérifications d'usage, le contrôle de la pression des pneus, nous prîmes le départ escortés par quelques motards du club de Vladivostok. Nous traversâmes la ville sans encombre et nous nous étions donné comme départ réel un lieu emblématique de Vladivostok, une statue représentant 2 tigres, le symbole de la ville. Sur le trajet au bord de l'autoroute, Michael fut le premier à expérimenter une crevaison. Il faut un premier en toute chose, il le restera par la suite. Après une dernière photo de tous les concurrents réunis et un peu émus devant l'épreuve qui commençait à se dessiner, nous partîmes chacun à notre rythme. 2 par 2 ou en solitaire, chacun gérait son temps comme bon lui semblait. Les premiers jours, nous nous croisâmes les uns les autres, mais rapidement, nous nous retrouvâmes seuls devant l'épreuve.
Hélas, la route qu'on nous avait annoncée entièrement asphaltée présentait dès les premiers kilomètres quelques imperfections notables qui faisaient souffrir les mécaniques et les hommes. Route principale vers Khabarovsk. Eh ouais, une partie à pied parce que c'est pas possible, on va y laisser les pneus. Avec 2 rayons en moins, cassés par les secousses, j'arrivais à Khabarovsk avec 24 heures de retard sur mes prévisions initiales. Et perdit une bonne demi-journée pour trouver un magasin de vélo et faire dévoiler ma roue. Dieu merci, les Russes ne sont pas fainéants, et Roman travaillait entre 19h et 21h pour me permettre de repartir dans la nuit. Je passais Birobidjan, capitale de la République des Juifs, et Abraham, natif d'Israël qui ne savait rien de l'histoire extraordinaire de cette ville, y parvint le lendemain seulement. Après avoir joué aux touristes et pris une bonne baignade dans un lac, je quittai Birobidjan pour attaquer l'immense cité sibérienne. À partir de maintenant, le nez dans le guidon, il ne restait plus qu'à trouver le courage de ne pas se laisser envahir par la monotonie du paysage. Seule accompagnatrice, la ligne du Transsibérien nous offrait régulièrement les bruits des interminables trains qui l'empruntent. Pas d'hôtel dans ce no man's land, une partie des nuits se fit donc rouler dans le duvet, caché du bord de la route. Les nuits courtes permettaient de se jeter sur le vélo dès 6 ou 7 heures du matin, pour n'en redescendre que vers 22 heures. Pour nous éviter de nous ennuyer, la météo décida de nous offrir des conditions exécrables. Des douches intermittentes, graduées de crachin à pluie diluvienne, nous permirent de tester nos vêtements de pluie, l'étanchéité de nos sacoches, le temps de séchage de nos vêtements et, accessoirement, notre morale. Si tu veux du désespérant, en voilà. Le vent de face et la pampa. Quelques centaines de kilomètres avant le Baïkal, quittant brutalement la forêt, la Bouriatie, sœur jumelle de la Mongolie, nous offrit son paysage de collines pelées. Derniers au classement, Daniel et Abraham se battaient tout comme nous avec les difficultés de la route. Abraham, peu friand de montagne, se retrouvait en difficulté avec les successions ininterrompues de bosses et les trop courtes descentes. Et le fait qu'ils ne transportaient rien avec eux, ayant choisi d'avoir une voiture suiveuse, ne suffisait pas à rendre les ascensions moins difficiles, juste peut-être les pauses un peu plus confortables et agréables. Une des difficultés de ce voyage fut parfois de se nourrir correctement. À l'est de la Sibérie, des zones de plus de 200 km étaient parfois sans la moindre ville. La faible densité de population faisait qu'il ne fallait pas espérer voir un magasin sur le bord de la route. Notre salut vint parfois des vendeurs de légumes, ou de petits bistrots pour routiers qui servaient une nourriture exquise et peu chère. Nous pûmes ainsi goûter aux spécialités locales, et pour ceux d'entre nous qui ne parlaient pas russe, apprendre à nous repérer dans les menus en cyrillique pour commander escalopes, côtelettes, macaronis, pilmeni, borscht, solianka et autres mets communs à tous les restaurants. Mais une grande constante parmi nous tous, c'est que nous avons tenu principalement grâce aux barres chocolatées et des tas de cochonneries sucrées que nous étions sûrs de trouver partout et que nos muscles réclamaient sans doute beaucoup plus que notre estomac. Bon, ben voilà, il reste 884 km jusqu'à Irkoutsk. Il me manque un rayon à la roue arrière. On va essayer de tenir jusqu'à là. Trouver quelqu'un qui peut me démonter ma roue libre. La route est pourrie. Tu roules à 15 sur le plat maximum, 12 dans les montées, et tu roules entre les trous. Dans les descentes, quand tu es à 20, tu es heureux. La différence entre une route en France et une route en Russie, en France, de temps en temps, il y a un trou dans la route. En Russie, de temps en temps, il y a de la route autour des trous. C'est pas possible. Enfin, voilà. On va avancer.
t'as un saut tous les 3 mètres. Et des trous, tu roules le nez dans le guidon pour pas te péter la gueule sans arrêt. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Un des grands moments que j'attendais de ce périple était le Baïkal. Rejoindre le lac Baïkal à vélo me paraissait un rêve impossible. Ça y est, je l'ai. Baïkal. Première vue. Le Baïkal est le plus grand lac du monde et l'un des plus profonds. Les Russes prétendent que jamais un homme ne s'est noyé dans le Baïkal. Bon, l'hiver c'est peu probable car il est entièrement gelé et on peut le traverser à pied. L'été, je demeure sceptique. Un motard néo-zélandais rencontré sur la route m'avait promis une belle route autour du Baïkal que nous devions contourner. Ce fut un enfer. La route qui longe le lac est une vraie route de montagne, assez endommagée, et la pluie accompagne à la plupart d'entre nous, nous permettant d'être trempés sans avoir à nous baigner. Le couillon qu'a dit ça montait pas autour du Baïkal. On va l'avoir devant moi. C'est bon, maintenant ça descend. Bon, Kultuk c'est très très moche. C'est là qu'on quitte le Baïkal définitivement. Ça monte comme tu peux voir. Et ça monte, ça va monter encore un petit peu. Et c'est moi qui l'a fait. Content quand même. J'échappais à une attaque à Zima, à 200 km d'Irkoutsk, où je dus changer mes chaussures qui avaient pris la poudre d'escampette. Mes rayons claquaient les uns derrière les autres, ajoutant à mes inquiétudes. Les attaques de mouches, moustiques, tiques et tans ont provoqué des allergies remarquables. Les crevaisons et petits ennuis mécaniques n'ont pas été de reste pour pimenter le voyage. Et constante russe, les toilettes, généralement fermées, très sales, offraient un confort des plus relatifs quand elles marchaient. L'état aléatoire des routes confortait ce tableau idyllique. Après 6000 km dans ces conditions, j'arrivais à Novosibirsk, où je jouais le touriste et me précipitais dans un café internet régler des problèmes de travail. Novosibirsk doit être glacial l'hiver, mais en plein été c'est une ville très agréable, avec même une plage sur le fleuve Ob et des attractions pour touristes. Je quittais Novosibirsk pour une ligne droite de 3000 km vers Moscou. La route, toujours aussi monotone mais beaucoup plus peuplée, nous faisait passer au nord du Kazakhstan. Nous eûmes alors notre lot de rencontres, certaines très sympathiques avec des frères de vélo en qui nous nous reconnaissions immédiatement, comme ce Chinois, parti rallier Sotchi. D'autres plus improbables avec des motards de tous les horizons venus goûter à la Sibérie. Et puis des rencontres nombreuses avec des Russes, généralement surpris mais heureux de voir que petit à petit, des touristes osent braver la barrière des préjugés et visitent leur pays. Comme la Transrussia avait eu les honneurs des médias, certains nous applaudissaient. Un a même pédalé à contre-courant pour tenter de nous voir tous.
Nous avons même rencontré quelques fous tentant des défis sportifs qui n'avaient pas grand-chose à envier aux nôtres, comme ces deux Belges ralliant la Belgique à Novosibirsk, ces Français hirsutes en route vers Vladivostok, ce cycliste russe qui en 35 heures, parti de chez lui, est allé visiter ses parents à 800 km de son point de départ. Chaque rencontre apportait son lot de surprises de part et d'autre. Daniel, quant à lui, désormais seul et tentant de revenir dans les délais, goûtait à sa manière à l'accueil russe. Bon, ben on vient de traverser Omsk. Il pleuvait à verse, donc un torrent de boue. Dégueulasse, je me suis arrêté dans le café pour me laver un petit peu les jambes. Apparemment ça s'est calmé. 3 heures pour traverser Omsk, la matinée à moitié foutue. Enfin, complètement foutue même. Bon, on va essayer de faire des kilomètres. C'est pas gagné. Ça fera pas 300 aujourd'hui. Si ça fait 200, on sera content. Et j'arrivais à Tcheliabinsk, ville où je me devais d'arrêter et jouer aux touristes, car Michael, un étudiant que j'avais eu en stage, voulait absolument que je découvre sa ville et reconnaisse que c'était une belle cité. J'ai reçu un accueil princier et fait la visite de la ville. Accessoirement, j'ai surtout pu faire changer mes rayons car ma roue arrière allait me lâcher définitivement. De Tcheliabinsk, nous avons attaqué l'Oural et ses contreforts jusqu'à Yekaterinbourg. Une autoroute dans un état épouvantable nous a donné un avant-goût de l'enfer. Alors ce matin on est entre Tcheliabinsk et Ekaterinbourg et on est sur une Blonk Road. Les Blonk Road, ils ont fait des... Oh, un trou. Non, ils ont fait régulièrement une saignée qui traverse toute la route, tous les 10 mètres à peu près. Et donc on se prend un blonk avec le vélo. On entend bien les camions d'ailleurs. À Yekaterinbourg, j'ai retrouvé Alexei et nous avons été accueillis par les membres de l'Oural Marathon Vélo Club, dont quelques membres arboraient fièrement leur maillot Paris-Brest-Paris. Chez Irina, rencontrée sur la Transrussia précédente, nous avons pris la bagna, goûté à une soirée agréable, une excellente cuisine et une bonne nuit de sommeil à l'abri pour une fois. Le lendemain, remonté à bloc pour attaquer les contreforts de l'Oural, nous avons quitté Yekaterinbourg. Sans nous être concertés, Alexei et moi avons continué à rouler de concert, c'est-à-dire sans jamais rouler ensemble, mais en nous battant pour laisser l'autre derrière à la 4e place. Car devant nous, désormais inaccessible, caracolait Michael le Suisse et Dima le Russe. Il ne nous restait qu'une marche sur le podium et aucun de nous deux n'avait l'intention d'en faire cadeau à l'autre. N'ayant plus guère le temps de jouer les touristes, nos nuits déjà courtes commencèrent à se faire minuscules, et nous franchissions chaque jour la barrière des 300 km si le temps le permettait. Si le temps, et les nombreux impondérables mécaniques dus à l'état des routes et à la fatigue des montures. Nous partions très tôt à l'aube, mais le soleil mettait parfois un peu trop de temps à transpercer les brouillards matinaux, ce qui nous rendait la route un rien angoissante. Toujours au coude à coude avec Alexei, nous arrivâmes à Kazan, qui comme Moscou et Saint-Pétersbourg est l'une des 3 capitales historiques de la Russie. Nous ne pûmes résister à l'envie d'aller admirer le Kremlin et de prendre quelques photos de cette ville à l'atmosphère lourde. Ivan le Terrible l'étoufferait-elle encore ? Le temps magnifique, la multitude de bâtiments historiques et surtout le fait qu'Alexei, après 8000 km, ne savait toujours pas utiliser son GPS, nous permirent de rouler tout un après-midi dans la ville avant de réussir à en trouver la sortie. Une spécificité des routes russes, outre leur état parfois catastrophique, est l'encombrement des routes à proximité et dans les villes.
Il faut avoir les tripes bien accrochées et braver sa peur pour avancer dans le flot. La limite de vitesse en ville n'étant connue de personne, il est prudent de vérifier tout avant chaque traversée de carrefour et de ne pas croire qu'un feu rouge peut arrêter un valeureux conducteur russe. La Russie compte actuellement 30 000 morts par an, avec un parc automobile équivalent à celui de la France, soit 10 fois plus que chez nous. Je vous laisse apprécier dans les secondes qui suivent le côté sportif de la conduite locale. Il faut donc finalement compter pas mal sur sa bonne étoile. Celle-ci abandonna Alexei en traversant Yaroslav, un taxi sans permis ni assurance décida de son sort. À partir de Yaroslav, je me retrouvais donc virtuellement troisième et seul candidat à pouvoir encore arriver dans les délais du brevet. Restait à éviter l'accident et l'ultime problème mécanique. Au 37e jour, Michael franchissait la ligne d'arrivée à Arkhangelsk, établissant sans doute un record digne de figurer dans le Guinness Book. À Vologda, à près de 1000 km de l'arrivée, désespéré avec 3 rayons cassés, je partis en quête d'un hypothétique magasin de vélos. Dans la cave d'un immeuble, je découvris le paradis du cycliste. Ilya me répara ma roue en moins d'1 heure et je pus me reposer en le regardant travailler. Il m'offrit même un maillot de son magasin et tenta de refuser mon argent. Mais il venait de sauver mon voyage, alors je le forçais à l'accepter. Je repris les commandes de mon engin de torture pour les derniers 1000 km avec un vélo comme neuf. Excepté le porte-bagages qui lâcha à 500 km de l'arrivée, les séquelles d'un accident que j'avais eu avec un poids lourd. Au 41e jour, Dimitri franchit la ligne d'arrivée. Le lendemain, il repartait pour une petite promenade au bord de la mer Blanche, 200 km pour le plaisir d'une baignade. À mon tour, j'arrivais au 43e jour, 3 jours avant l'échéance fatale. Alexei, arrivé par le train après son accident, m'attendait sur la ligne d'arrivée pour me prendre en photo. Je lui demandais de me prendre avec le maillot de mon club de tennis avec lequel je roule l'été, avec celui des cheminots avec lequel je roule l'hiver, et je sortis pour lui le maillot du club M8 d'Arkhangelsk que j'avais caché tout le trajet dans le fond de mes sacoches pour lui en faire la surprise. Une dernière promenade sur les bords de la mer Blanche, une petite minute de recueillement devant le monument aux disparus du sous-marin Kursk, et il était déjà temps de rentrer en France. Pour le tourisme, ce voyage fut un peu bref bien sûr, mais j'ai regroupé ici quelques classiques moments d'émerveillement que nous avons pu ressentir. La diversité des églises est surprenante. Какие бы нас миновали напрасные муки, и только прекрасные муки. Certains, bien sûr, n'ont pas oublié d'admirer les beautés russes de façon beaucoup plus terre-à-terre. Voici ici le récapitulatif de mon parcours. 43 jours pour réaliser 10 500 km, qui représente à peu près 240 km journaliers. La partie la plus dure de trajet est probablement autour du Baïkal, mais aucun endroit n'est vraiment facile. Нам путь озарил. На правое дело он поднял народы.